Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans le podcast de Senpai, nous parlerons marketing automation. Et pour cela, j'ai reçu au micro Younes Benmaïz de la société Emarsis. Après avoir fait ses classes chez Adobe Campaign, ancien Neolan, il occupe aujourd'hui les fonctions de VP Sales chez Emarsis, une plateforme majeure dans l'écosystème des solutions de marketing automation autour du monde. Pendant les prochaines minutes, nous reviendrons sur les élémentaires, échangerons sur le marché français et européen vis-à-vis de cette technologie. Younes nous partagera également ses retours du terrain et des exemples concrets de belles réussites, mais aussi les erreurs à ne pas faire avant de se lancer. Un sujet passionnant qui, je l'espère, vous permettra de mieux comprendre cette technologie et l'importance dans le développement de l'entreprise de capitaliser sur ces données. Sans plus tarder, je vous laisse avec mon interview avec Younes et vous souhaite une très bonne écoute sur le podcast de Senpai. Bonjour Younes, Bonjour David. et enchanté de te recevoir, c'est vraiment un plaisir. Tu travailles chez Emarsis en tant que VP Sales, si je ne me trompe pas. Est-ce que tu peux te présenter rapidement à notre communauté pour qu'on apprenne à mieux te connaître? C'est ça. Merci David. Merci de me donner l'opportunité également d'échanger avec toi sur un sujet qui nous tient tous les deux à cœur. Effectivement, je m'appelle Younes Benmaïz, je travaille chez MR6 et pour être mon titre exact aujourd'hui, c'est Sales Director. Et donc, je chapeaute l'activité commerciale sur la France pour MR6, qui est un éditeur d'une solution de gestion de campagne marketing, donc de marketing automation en mode SaaS. Euh, Et alors du coup, qu'est-ce que tu faisais avant d'arriver chez Emarsis, Younes? Ouais, alors je suis arrivé chez Marcis il y a à peu près 4 ans. Avant ça, je travaillais chez Neolan, pour certains ça doit parler, qui a été racheté par Adobe. Donc c'est une pépite française qui a été rachetée 600 millions de dollars en 2013 par Adobe au moment de la consolidation du marché. Plein d'acteurs, comme tu le sais très bien, ont Mhm. racheté des éditeurs dédiés marketing automation. Salesforce a racheté ExactTarget, IBM Silverpop, Oracle a racheté Eloqua et Responsys. Et voilà, Adobe avait racheté Neolan. Et donc, je faisais partie de l'aventure Neolan puisque j'étais arrivé juste avant le rachat. Et j'ai fait un petit peu mes classes là-bas. Et j'ai rejoint MR6 quelques années après, donc depuis maintenant 2016. D'accord, toujours dans des postes de vente du coup. C'est ça. Alors, j'étais même plus sur une optique de génération de business. On appelait ça Account Development Manager. Et donc, je travaillais et j'accompagnais les équipes commerciales au développement des ventes, à la lead gen et à toute la partie, justement, amélioration du business. D'accord, très bien. Bah, on va revenir un petit peu vers la fin du podcast sur un peu ce que fait Marcis et son actualité. Et là, le sujet aujourd'hui du podcast, et je te remercie encore une fois de pouvoir témoigner et un peu évangéliser ce sujet que le marketing automation, parce qu'on entend beaucoup parler, c'est un peu un buzzword, le marketing automation, mais tout le monde voit un peu midi à sa porte. Mhm. Peut-être qu'on peut déjà commencer à définir ce qu'est le marketing automation. Selon toi, Younes, voilà, qu'est-ce que c'est? C'est une belle question et je ne sais pas si on aurait assez d'un podcast pour le définir, mais pour faire simple, en fait, du marketing automation, c'est l'utilisation de moyens, de logiciels ou de services, en général plutôt orientés web, donc plutôt digitaux, pour essayer de gérer, d'orchestrer, d'organiser et d'automatiser des tâches marketing. Et donc l'idée, c'est d'arrêter un petit peu toutes les tâches chronophages, humaines, de relance, de planification, pour laisser la main un petit peu à une machine qui nous permettrait d'automatiser tout un tas de process ou de tâches en fonction d'actions prédéfinies. Et donc, ça pourrait être basé sur le comportement des utilisateurs, donc une ouverture de communication, une visite sur un site web, mais ça pourrait être également lié à des données transactionnelles, comme par exemple l'achat d'un produit ou service, ou bien la visite dans un magasin ou d'un service client ou tout autre sujet. Donc voilà, ça englobe un certain nombre de choses, mais en tout cas aujourd'hui, les outils de marketing automation permettent aux marketeurs de pouvoir orchestrer, gérer des campagnes et surtout les automatiser tout en essayant de faire un petit peu de prédictif sur tout ce qui va se passer dans l'ensemble du cycle de vie de leurs clients.
D'accord, bah, merci pour cette première définition. On sent que c'est un sujet assez vaste finalement. Hmm. Alors, on échange sur le marketing automation depuis quelques temps quand même maintenant. Moi, ce que j'entends souvent, et tu vas me dire ce que tu en penses, mais il y a parfois un amalgame entre email marketing et marketing automation. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça? Est-ce que c'est normal de mélanger un petit peu ça? Parce qu'on a l'impression que les deux bords se touchent un petit peu quand même. Effectivement. Alors, il y a même plus d'amalgame que ça, si on devait rentrer dans le détail, parce qu'au-delà du fait que certains confondent email marketing et marketing automation, d'autres parlent de CRM lorsqu'ils parlent de marketing automation, on parle de communication cross-canal, on parle de connaissance client, enfin, c'est des sujets très vastes. Mais tu as raison sur le point précis de l'email marketing. L'email marketing est une des composantes potentielles du marketing automation, puisqu'aujourd'hui, dans une stratégie de marketing automation, l'email marketing, normalement, devrait en être la clé de voûte. Et donc, les différents acteurs, notamment retailers, e-commerçants, dans le service, le tourisme ou même les loisirs, ont besoin d'adresser leur base de données et de leur envoyer des emails. Ces emails peuvent être ad hoc, one shot, et tu le sais parce que ça a été ton métier pendant quelques années, mais ils peuvent également être automatisés. Et donc, la différence entre les deux, c'est vraiment une question de stratégie. Les deux, bien entendu, cohabitent, puisque les structures ont toujours besoin d'envoyer des newsletters qui vont être hebdomadaires, one shot et sans pour autant avec beaucoup de suivi. Mais en parallèle à cela, ils ont besoin de préparer des scénarios ou des campagnes bien spécifiques pour cibler une certaine catégorisation, une certaine population de leurs clients. Et donc ça peut être ceux qui visitent leur site web, mais ça peut être également ceux qui ont, comme je l'ai évoqué au préalable, effectué un achat, mené une action, ou même sur des données de compliance, par exemple, ne pas avoir envoyé leur pièce d'identité ou que sais-je pour l'inscription sur un site de paris sportif, par exemple. Complètement. Ah, je suis assez d'accord avec toi. Et tu citais, tu vois, comme exemple, le canal principal, en tout cas en France, parce qu'on sait que sur certains pays, des fois la répartition est un peu différente. Et par exemple, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui à disposition en tant que marketeur pour justement adresser un peu l'audience? C'est quoi un peu les canaux phares là aujourd'hui? Le premier point, c'est de savoir quelle est l'audience à laquelle on parle. Pour déterminer l'audience, il faut comprendre le secteur d'activité dans lequel on est. Est-ce qu'on s'adresse à des millennials? Est-ce qu'on s'adresse plutôt à des papy boomers? Voilà, toutes ces informations sont à prendre en considération. Effectivement, depuis plusieurs années, on dit que l'email est mort, mais vive l'email, puisqu'on voit aujourd'hui, Oui, c'est ça. je pense que tu le sais très bien, Ouais, l'email reste un des principaux canaux de conversion de la plupart des marques, notamment dans le B2C, mais de plus en plus de canaux émergent, et tu as raison, il y a vraiment une disparité au niveau international. Alors j'ai la chance aujourd'hui de travailler chez Marcis, qui est un éditeur international, alors à la base européen, on en parlera en fin de podcast, mais international de par sa présence en Asie, aux US, et j'ai la chance de pouvoir échanger régulièrement avec mes pairs sur ces différents pays. En France, le levier principal, ça reste l'email. Beaucoup d'entreprises s'orientent vers le mobile en fonction, bien entendu, des audiences et du produit, ou en tout cas du service qu'ils proposent. tout C'est à fait. les principaux canaux. Lorsque je parle du mobile, ça va être lié au SMS, bien entendu, mais aussi à toutes Mhm. les technologies applicatives comme le push notification, où on travaille avec BetClick, avec qui on a animé un webinar la semaine dernière, qui évoquait justement qu'aujourd'hui, ils souhaitaient devenir mobile only. Donc, toujours envoyer des emails, bien entendu, mais une stratégie orientée contenu et orientée contenu mobile. L'email, le SMS, le mobile, et également d'autres canaux qui commencent à faire apparition en France, qui sont pas mal utilisés à l'étranger, qui vont être liés forcément à des réseaux sociaux. En France, on connaît beaucoup Facebook, on travaille beaucoup avec Google, à l'étranger, en Asie notamment, on parle beaucoup de WeChat, on parle beaucoup de tout un tas de technologies émergentes aujourd'hui qui aident ce marketing automation. Et donc, pour répondre à ta question concrètement, la France, c'est plutôt l'email et le SMS. On tend à aller vers le push applicatif pour les acteurs spécifiques et également les réseaux sociaux, et notamment Facebook, qui est beaucoup utilisé à des fins d'acquisition, mais qui peut être aussi utilisé à des fins de rétention, et donc intégrer des publicités ou en tout cas du remarketing sur les réseaux sociaux dans ces stratégies de marketing automation permettent de booster en général le résultat de ces campagnes, y compris en fidélisation. D'accord. Est-ce qu'on peut dire que le courrier est mort, Alors, selon t'as raison. toi? Alors, j'irai pas jusque-là. Je pense que le courrier a toujours sa place. Et d'ailleurs, j'ai une petite anecdote là-dessus. Tout Ah, récemment, enfin,
tout récemment, juste avant cet été, je reçois un courrier de Booking.com. Et là, je trouve ça hyper surprenant et je me dis qu'il doit y avoir quelque chose qui cloche avec mon compte. Ouvrant ce courrier, je me rends compte qu'en fait, il me propose une offre spécifique, étant client Genius niveau 2. Voilà, je suis beaucoup Booking pour mes déplacements, mais aussi pour mes voyages perso. Donc, ayant un niveau fidélité assez élevé chez eux, ils me proposent d'obtenir une remise de 80 euros. Pour obtenir cette remise de 80 euros, ils me mettent un lien sur ce courrier. Et donc, je me suis retrouvé à aller sur mon navigateur internet, taper le lien qui était sur ce courrier pour pouvoir accéder à une page spécifique qui me permettrait d'obtenir ces 80 euros de remise sur ma prochaine commande grâce à cela. Donc, ils ont réussi à disrupter un petit peu l'utilisation qu'on peut faire du courrier parce que le courrier en général c'est le bon vieux code promo avec le code barre qu'on utilise beaucoup dans le retail et très peu intrinsèquement dans le web, mais qui souvent a des taux d'ouverture, en tout cas lorsqu'il n'y a pas d'NPAI, qui sont largement supérieurs à l'email ou d'autres canaux. En tout cas, voilà, Alors, ils ont réussi excuse-moi, à. NPAI, juste pour revenir sur la définition de NPAI, Alors oui, excuse-moi. Alors je te n'habite coupe, plus à excuse-moi. l'adresse indiquée. C'est l'acronyme que l'adresse d'un destinataire n'est pas la bonne. Et donc ça permet, lorsque D'accord. on envoie un courrier, d'avoir le retour de la poste qui nous indique que ce destinateur n'existe plus et donc de le supprimer de ses bases. C'est un peu comme le hard bounce dans l'email. Je pense que tu vas me demander de le décrire également, même si tu le sais très bien. Qu'est-ce que le Euh, hardbound, Younes? Voilà, c'est ça, c'est le message d'erreur qu'on reçoit d'un fournisseur d'accès nous indiquant que l'adresse qu'on cherche à joindre n'est plus disponible. Alors, elle n'est plus disponible définitivement, c'est la définition du hard bounce, et on pourrait avoir des soft bounce qui sont le niveau d'en dessous et qui nous indiquent que l'adresse n'est pas disponible de manière temporaire. Et donc, il faudrait potentiellement réessayer dans quelques temps. Merci pour cette précision, c'est pour que Avec plaisir. tout le monde puisse bien comprendre ce que tu es en train d'expliquer, qui est très intéressant en tout cas. Merci. Donc voilà, pour boucler, le courrier, selon moi, n'est pas mort. On le voit beaucoup et on imagine qu'il est très fort et très bon dans le retail, en tout cas lorsqu'il y a des points de vente physiques, ce qui est vrai, parce qu'on continue toujours à avoir nos prospectus, Franprix, Carrefour, Casino, etc. Cependant, certains acteurs très digitaux essayent de disrupter un petit peu ce canal et puis ça marche, je pense que ça marche plutôt bien, encore une fois, à condition de l'intégrer dans une stratégie de marketing automation bien définie, puisque forcément, envoyer un courrier, ça coûte beaucoup plus cher que d'envoyer un email. Merci pour ce partage, en tout cas, Younes. Ce qui pourrait être intéressant de creuser un petit peu, j'en profite que tu sois au micro du podcast pour te poser quelques questions par rapport à toi, ta vision du marché français. Donc, on a commencé déjà un peu à évoquer via l'emailing, en tout cas l'usage de l'email dans les communications marketing des entreprises. Toi, qui es sur le terrain tous les jours, qui contacte des professionnels, des décideurs de toute taille d'entreprise, c'est quoi ton regard sur la France, sur la maturité vis-à-vis du marketing automation? Est-ce que la France est en avance par rapport à ses homologues européens? Quelles sont un peu les marges de manœuvre et les choses sur lesquelles on est en avance ou en retard? C'est une excellente question. Alors effectivement, alors je vais partager ma vision, hein, ma vision qui Bien concerne sûr. justement Younes, travaillant chez MR6, voyant un petit peu l'état de l'art du marché en France aujourd'hui, mais voyant également comment ça se passe à l'étranger. Je dirais que l'Europe du Sud, au sens large, donc je vais mettre la France, l'Espagne, le Portugal et l'Italie, garde un train de retard par rapport à des acteurs un peu plus nordiques, ou en tout cas d'Europe centrale, comme forcément hein, l'Angleterre, les pays nordiques, la Scandinavie, avec la Suède, la Norvège, le Danemark, dont on entend très peu parler, mais qui sont plutôt très bons d'un point de vue digital, pas uniquement sur le marketing automation, mais dans le digital au sens large, et nos chers amis et voisins allemands qui sont vraiment plutôt en avance par rapport à nous. Chez Mar6, pour information, c'est une société qui est autrichienne, donc le marché allemand a été adressé très 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 tôt par rapport au marché français. Donc il y a peut-être aussi cette notion de décalage, mais en discutant avec nos prospects, avec nos clients et en échangeant également avec nos prospects et nos clients internationaux, je me rends compte d'un certain décalage et d'une certaine différence de maturité liée très certainement au profil qu'on pourrait avoir en France, à la présence des acteurs qui pourraient exister en France également, parce que ça joue beaucoup. L'Allemagne étant un berceau
historique de l'industrie, mais également du soft, parce que de grands éditeurs dans le monde du software, du logiciel, sont allemands. On peut parler de SAP. À l'époque, dans le marketing automation, il y avait une solution qui s'appelait eCircle, qui a été rachetée par Teradata, puis revendue, etc. Donc les Allemands historiquement, sont plutôt en avance sur le digital par rapport à nous Français. Après, je vois également qu'on rattrape plutôt le retard. Et ayant rejoint MR6 en 2016, donc comme commercial, j'ai pu voir un petit peu l'évolution des attentes de nos prospects et également de nos clients. Et on voit que sur les 2 dernières années, on a eu une accélération fulgurante sur tout ce qui va avoir attrait au marketing automation et même un petit peu plus loin à tout ce qui va être lié au prédictif, à la connaissance client et donc au marketing automation qui vient servir une connaissance client fine et qui vient s'appuyer sur du contenu ultra personnalisé pour pouvoir justement convertir. On sait qu'aujourd'hui, les utilisateurs français sont de plus en plus demandeurs de personnalisation, d'automatisation. Il faut leur parler au bon moment, quand ils ont besoin. Donc je pense qu'on commence à rattraper le retard, mais on reste un petit peu assez éloigné des autres, et notamment en termes de budget, par exemple. Les budgets qui sont consacrés outre-Manche ou outre-Rhin sont beaucoup plus importants que ceux qu'on peut voir en France. Et ça peut être lié au fait qu'en France, on a eu très peu d'acteurs du marketing automation qui ont démocratisé un petit peu tout cela, puisque je te parlais de Neolan tout à l'heure, mais c'est un des rares acteurs, en tout cas qui a eu une dimension importante et une dimension internationale, puisque historiquement, l'un de nos fleurons à l'époque, c'était Email Vision, qui pendant un temps a vraiment prospéré, mais c'était très lié à l'email marketing et un petit peu moins lié au marketing automation. Donc ça rejoint un peu la question que tu me posais au départ de quelle est cette différence. Et aujourd'hui, malheureusement, effectivement, dans certaines entreprises, on se rend compte qu'il y a un léger manque de maturité et que cette différence est souvent pas ou peu comprise. Il y a une notion que tu soulèves qui est très intéressante, c'est les acteurs, on sent, vous êtes déjà présent au niveau européen et vous êtes assez confronté en fait à ce décalage, à cette vitesse qui peut être assez différente d'un point de vue de même stratégie au niveau de l'opérationnel pour la prise en considération de ce channel à développer pour développer son business en termes de newbies, en termes de repeat aussi. Mhm. Et on sent aussi que la matière grise est un peu en déficit aussi. C'est-à-dire que des personnes qui savent mettre en place des stratégies, les exécuter, parce que finalement, on est forgeron, si on n'a pas la formation, le marteau et l'enclume ne servent à rien. Est-ce que toi, tu constates ça aussi que bah, par rapport à des pays germaniques, des pays peut-être anglo-saxons, en France, on manque un peu de vivier de talent par rapport à ces sujets-là? Je pense que tu as raison sur un point, c'est qu'aujourd'hui, à l'international, de par le fait que ces budgets consacrés sont plus importants, les ressources humaines sont également plus importantes et c'est vrai que parfois dans certaines structures ou certaines entreprises en France qui ont une renommée internationale sur lesquelles toi ou moi on pourrait se dire ah bah tiens cette boîte-là devrait avoir un cadre en CRM et bah souvent on va se retrouver avec des profils qui sont plutôt juniors, sortis d'école, baignant dans le digital. Alors, bien sûr, digital native, donc qui se débrouille, qui arrive à faire des choses, qui les fait plutôt bien, mais effectivement, dans l'opérationnel et si on rétropédale et qu'on revient à la stratégie initiale, et bien souvent, cette stratégie, cette roadmap n'a pas toujours été aussi bien mise en place qu'elle devrait. Alors, c'est pas du jugement que j'indique ici, hein, Bien sûr, mais c'est quand des axes de progression que la France a sur ces sujets-là aussi, et qu'on voit sont en train de plus en plus être pris en considération d'un point de vue stratégique en top décideur. Et exactement. Et justement, ça faisait partie. Alors, on n'a pas raconté la petite histoire. Je sais pas si on peut le partager, Ah oui, vas-y. David, mais comment on s'était rencontrés? C'était il y a quelques années. Tu travaillais dans une belle start-up qui aujourd'hui est une scale-up, je pense même. Et voilà, je t'avais présenté un petit peu MR6. On avait pas mal échangé sur le marketing automation que tu connaissais très bien puisque tu venais du consulting dans ce milieu-là. Et c'est vrai que j'avais vu de ton côté, en tout cas, la vraie volonté de la mise en place d'une stratégie
qui va un peu plus loin que le marketing automation. Et il faut pas oublier aujourd'hui que le CRM, le marketing automation, l'email marketing et tous ces acronymes, tous ces noms qu'on utilise vont venir servir à un but global. Et ce but global, c'est vraiment la recherche de valeur. Et tu l'as dit tout à l'heure, tu as parlé de repeat. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises, et spécifiquement en France, mettent énormément de moyens ou de ressources sur l'acquisition. Alors aujourd'hui, trouver un responsable ou un cadre de l'acquisition en France, je ne vais pas dire que c'est facile, mais il y en a vraiment beaucoup parce que historiquement, on a été plutôt bon dans ces sujets-là, que ce soit lié à des canaux d'acquisition payants ou gratuits, que ce soit du SEO, du SIA, ou tout un tas de sujets, on est plutôt bon. Cependant, dès qu'on dévie un petit peu et qu'on va vers cette fidélisation, vers cette volonté de faire répéter les clients, et ben tout de suite là c'est un peu plus compliqué parce on a tendance à croire que ça va être un peu plus naturel et que de faire l'acquisition de ce client, bah, c'est déjà une grosse partie du travail. Et malheureusement, je pense que beaucoup d'acteurs se sont trompés et c'est peut-être pour ça également qu'on voit beaucoup de startups qui se cassent un petit peu, qui se cassent un petit peu les dents. Alors j'ai travaillé avec des VC, j'ai rencontré des business angels, je m'intéresse aussi au financement de startups, etc. Et tu le sais mieux que moi, mais elles résonnent beaucoup en CAC, en Customer Acquisition Cost, en qu'est-ce que va me coûter mon client lorsque je vais aller le chercher. Mais on oublie que effectivement, si je vais le chercher pour un produit ou un service qui va me coûter une dizaine, une centaine, même un millier d'euros pour une fois, eh bien c'est un client qui est pas pérenne et il va falloir que je puisse pérenniser tout ça et il va falloir que je calcule ce que ça va me coûter également que de le garder. Et en général, ça me coûte beaucoup moins cher. Mais si tant est de pouvoir mettre en place la bonne stratégie. Donc si je reboucle un petit peu, que je rétropédale, effectivement, quand je t'avais rencontré, j'avais bien vu que tu avais cette volonté de mettre en place de l'acquisition dans cette structure qui démarrait depuis quelques mois, slash quelques années, mais que tu voyais également l'après et que tu voulais surtout faire répéter tes clients. Et tu avais un certain nombre de KPI qui étaient plutôt clair et concret. Et malheureusement, aujourd'hui, bah, typiquement, quand on rencontre même un grand acteur de retail ou du e-commerce et qu'on lui demande, voilà, aujourd'hui, quel est votre taux de repeat ou combien de vos clients achètent une fois, puis churn et donc ne reviennent plus, eh bien, c'est souvent des questions qui restent sans réponse. Et je Tout à pense fait, ouais. que outre-Atlantique, outre-Manche, outre-Rhin, chez nos voisins aujourd'hui qui sont plus avancés, eh ben, c'est un petit peu la base de tout et c'est ce qui leur permet de prendre leurs décisions. C'est très gentil de ta part, en tout cas, c'est juste pour préciser que on n'avait pas du tout prévu de dire ça comme ça. Alors, Mais en tout cas, merci te Younes. sens pas gêné, je le pense vraiment. Ne dis pas que c'est pas prévu, sinon ça va être encore plus bizarre. Je plaisante. En tout cas, c'est effectivement, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Le sujet de l'outil est très fortement corrélé avec le sujet des talents, en tout cas des personnes qui les utilisent. Et on sent Tout à vraiment fait. qu'effectivement, en France, il y a encore pas mal de démocratisation à faire sur ce sujet-là, de le rendre aussi peut-être plus sexy, parce qu'effectivement, on a l'écran que tu citais, c'était bah, par exemple les responsables acquisition, les responsables growth, tout ça c'est très sexy, c'est très valorisé, même au niveau des formations qui sont de plus en plus nombreuses aujourd'hui. Tu vois popper très souvent formation acquisition, formation community management, c'est vraiment les têtes d'affiche. Et j'ai envie de dire que le CRM ou la fidélisation, c'est un peu le père pauvre du métier marketing, alors qu'en fin de compte, ce que tu C'est la disais base. est juste, c'est que c'est ce qui pérennise le business d'une entreprise, c'est celle qui fait revenir. Donc je crois que c'est 16 fois moins cher de fidéliser un client que de le conquérir une première fois. C'est ça, en fait. Il y a plein d'études, il y en a qui disent que c'est 7, 10, 16, j'ai entendu plus de 20 fois. Mais effectivement, la fidélisation d'un client, est extrêmement moins cher que l'acquisition de celui-ci, puisqu'en fait, à partir du moment où il a acheté une fois, il est normalement beaucoup plus enclin à acheter une seconde fois. Et justement, la mécanique à mettre en place, notamment via des communications, email, courrier ou autre, est beaucoup plus simple et beaucoup moins coûteuse et surtout beaucoup plus rémunératrice, puisqu'on sait qu'un client, en général, qui achète une seconde fois, a également un panier moyen potentiellement un peu plus élevé et tout un tas de facteurs qui font que le business est beaucoup plus scalable à partir du moment où on a des clients qui répètent de manière très régulière. Ouais, complètement. Et croisé avec la technologie de scénarisation du marketing automation, ça permet en plus de gagner de la productivité. Donc là, c'est un cercle vertueux, tout ça, pour peu que ça soit bien pensé en amont.
Exactement, et tu as raison de le souligner, je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, mais le marketing automation, au-delà de permettre la présence au bon endroit, au bon moment, vis-à-vis du bon client, c'est surtout de libérer les tâches marketing, les équipes marketing pardon, de ces tâches, et de leur permettre justement de gagner en productivité et de se rendre beaucoup plus disponibles sur de la création de contenu, de l'élaboration de stratégies, plutôt que d'être un petit peu le nez dans le guidon et complètement concentré à l'opérationnel. Alors, du coup, j'ai une question qui me vient comme ça, qu'on n'a pas Mhm. forcément évoqué en amont de ce. Qu'est-ce que tu penses des articles qui parlent du marketing one-to-one, marketing one-to-many? Donc, on a l'impression que c'est un peu la target de tout bon responsable CRM, d'adresser un message à une personne au bon moment, sur le bon canal. Est-ce que tu y crois, ça? Est-ce que tu penses que c'est pas plutôt de la théorie pour justement ancrer du papier? Au niveau du terrain, qu'est-ce qui s'applique vraiment en fait? Alors ça dépend, encore une fois, tout dépend des niveaux de maturité. J'y crois dans le sens où aujourd'hui c'est possible. C'est possible sous plusieurs conditions. La condition sine qua non, c'est pas l'outil, c'est même pas la ressource, c'est plutôt la data. Aujourd'hui, on parle beaucoup aussi d'intelligence artificielle. Je ne sais pas si tu as Mhm. suivi ou si tu suis un petit peu l'actualité sur ces aspects-là, mais tu as le professeur Laurent Alexandre, qui est un docteur à la base, qui s'intéresse beaucoup à tout ce qui a trait à cette intelligence artificielle et qui fait pas mal de conférences sur ce sujet. D'ailleurs, je t'invite et j'invite les auditeurs à écouter, c'est très intéressant. On le mettra en lien du podcast, du coup. Je t'enverrai ce lien avec plaisir. Qui indique qu'aujourd'hui, la data, c'est le fuel, ou en tout cas le carburant de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on peut évoquer n'importe quel outil, n'importe quel algorithme d'intelligence artificielle, il ne serait rien sans cette data. Et aujourd'hui, pour répondre à ta question, si on parvient à avoir de la data sur ses clients, qui ils sont, qu'est-ce qu'ils aiment, comment ils se comportent, qu'est-ce qu'ils achètent, quels sont les canaux sur lesquels on parvient à avoir le plus d'interactions, etc., qu'on a les ressources. Et les ressources qu'on a évoquées au préalable, Mhm. notamment des gens qui ont la tête bien faite, qui savent élaborer une stratégie, qui peuvent concevoir des scénarios potentiellement complexes, et bien entendu des outils qui permettent d'exploiter un petit peu cette data et permettre à ces ressources, ces artistes, de pouvoir mettre et d'orchestrer un petit peu tout ça. Effectivement, on pourrait arriver au vrai one-to-one, puisqu'aujourd'hui, un certain nombre d'outils, dont fait partie Marcis, permettent de pouvoir pousser le bon message au bon moment, via le bon canal, grâce à des notions d'intelligence artificielle, grâce à des capacités de scénarisation avancées, et surtout permettre à des talents justement de mettre en place tout un tas de campagnes qui arrivent à obtenir cette résultante. Pour finir sur un dernier sujet, je voudrais avoir ton regard un petit peu sur la crise aujourd'hui. Parce que à l'heure où on enregistre ce podcast, on est en phase, on vient de passer 2 mois de confinement. Des secteurs ont été complètement fermés, et pas du tout fait de business. Quel est toi ton regard, tu vois, avec les clients que tu suis? Comment ils ont géré la crise? Et est-ce que ça a eu un impact sur toi, ton business, par exemple? Ouais, bien sûr. Alors, deux points, parce qu'il y a plusieurs questions. Effectivement, on l'a ressenti, nous aussi, éditeurs de logiciels. Alors, il y a plein d'études, j'ai vu plein de chiffres un petit peu qui disaient que les éditeurs de logiciels sortaient de cette crise en faisant de la croissance, etc. Alors je ne sais pas si c'est pour beaucoup d'acteurs, mais en tout cas, nous, on a continué, bien entendu, notre business, mais ça n'a pas accéléré notre activité, pour D'accord. plusieurs raisons. Alors, tu as différents types d'acteurs et tu as différents secteurs d'activité qui ont peu ou pas été touchés par cette crise. Et Marcis étant un acteur dédié aux retailers e-commerçants, en général, on pourrait se dire, tiens, ça va plutôt bien. Sauf que, bah, effectivement, les retailers ont beaucoup fermé leurs magasins. Ils sont concentrés sur l'activité online, mais le choix d'un nouvel outil ou la mise en place d'un nouvel outil n'était pas forcément la priorité. On était plutôt sur la consolidation des acquis et la mise en place de mécaniques qui permettaient de booster un petit peu cette activité. Donc, ceux qui s'en sortaient bien, notamment les pure players e-commerce, les acteurs retailers, mais qui ont une activité e-commerce, ont été présents. Alors, avec certains, on a avancé, on a clôturé des partenariats, on a fait l'acquisition de nouveaux clients. Et pour d'autres, eh bien, c'était soit une activité réduite avec du chômage partiel, des magasins qui ferment, et donc l'incapacité d'avancer même si les sujets avaient été initiés au préalable. Et pour d'autres, bah, ça marchait tellement bien qu'ils ont dû voilà, mettre à profit l'ensemble de l'entreprise et notamment certains responsables CRM
CRM, responsables digitaux, responsables e-commerce, qui ont dû se retrousser les manches et aller aider leurs collègues à la logistique, soit pour impacter, soit pour préparer, soit pour gérer tout un tas de sujets de retour, de service client et autres. Donc, Mhm. le business continue à plutôt bien se porter pour nous. Et pour information, je t'enverrai un petit lien d'un site internet qui s'appelle CC Insight, qui a été créé par MR6 et Good Data. Good Data qui est un acteur de la data analytique, qui permet de la data visualisation, un peu comme D'accord. si tu connais ClickView, Tableau, etc. Donc on a créé un petit site avec eux qui permet de voir pendant cette crise du Covid quelles sont les activités qui s'en sortent, quelles sont les différentes stats, et tout ça grâce aux milliards d'interactions qui sont stockées dans les serveurs MR6 de par nos 2500 clients dans le monde. Et donc, ça permet de voir un petit peu comment se sont portés les différents business sur différents pays. Donc, je t'invite à aller jeter un coup d'œil, comparer la France, par exemple, à l'Angleterre ou l'Allemagne, parce qu'on voit quelques différences. Et pour boucler sur ce que tu évoquais, tu pourras voir quelques comportements qui ont été assez loufoques avec des produits spécifiques qui ont beaucoup plus été vendus pendant cette période de confinement que sur les 5 dernières années, par exemple. Et ça, voilà, on l'a évoqué aussi avec nos clients. Donc, je pense que grâce à ces différents événements, on n'en sort que plus fort, on comprend mieux le comportement de nos clients finaux, et derrière, ça permet surtout de se réadapter et de construire un business encore plus solide et plus fort qu'au préalable. D'accord, très clair. Bah écoute, volontiers, je prendrai le lien que je mettrai en description, comme ça tout le monde pourra en profiter. Avant de clôturer, Younes, j'avais une question pour toi qui me vient à l'esprit, c'est pour qui s'adressent en fin de compte des outils de marketing automation tels qu'Emarsis par exemple? Est-ce que ça s'adresse à tout le monde? C'est ouais, c'est une nouvelle fois une bonne question. Le marketing automation s'adresse à tout le monde. De l'acteur qui vient de lancer sa petite boutique en ligne sur Internet en standalone à la grande multinationale. Après, la question c'est qu'est-ce que je vois en face? Quelle stratégie? Forcément, la stratégie d'une seule personne qui lance un site et qui cible les 10 commandes par mois ne va pas être la même que le gros mastodonte qui engrange 100 000 commandes par mois. La finalité est la même, la stratégie va être différente et forcément les outils vont être différents. Souvent, on explique à nos clients qu'ils sont dans une courbe de maturité. Et en général, quand je démarre une activité, je vais utiliser des outils soit gratuits, soit freemium, des acteurs comme Mailchimp, Mailjet, Sendinblue, voilà, des acteurs que tu connais plutôt bien qui permettent de faire le job lorsqu'on démarre un business ou qu'on a des besoins assez peu avancés. À partir du moment où on a des besoins qui vont aller un petit peu plus loin, de scénarisation complexe, de multi-channel ou même d'omni-channel, parce qu'aujourd'hui, chez Marcis, on dit qu'on est la seule plateforme d'engagement client omni-channel qui permet d'atteindre des résultats rapidement. Mhm. À partir du moment où on atteint ça, bah forcément, on a besoin de passer des steps. Donc, il y a plein d'autres acteurs qui existent également. Mais pour répondre clairement à ta question, à qui s'adresse Marcis? Aujourd'hui, Marcis, ça s'adresse à des acteurs dans le monde principalement du retail et du e-commerce, même si on a tout un tas d'acteurs dans des secteurs d'activité divers. Je parlais tout à l'heure de BetClick, on travaille avec Captain dans le monde de la mobilité, on a tout un tas d'acteurs dans l'industrie également, mais notre cœur de métier, 90% de notre base, c'est plutôt des gens qui viennent du web, du retail, du e-commerce et un petit peu du travel. Et en termes de taille d'entreprise, voilà, on le quantifie plutôt en nombre de clients, puisque comme nos outils vont Mhm. surtout permettre la fidélisation, le travail sur les bases, pour pouvoir le rentabiliser, il faut avoir une certaine pool de clients à travailler. Et donc, ce que je dirais, c'est qu'en dessous de 30 000, 50 000 clients en base de données, enfin, je dis clients, mais en fait, c'est contacts en base de données, de contacts acquis, il n'est pas forcément nécessaire de mettre en place MR6, mais on recommandera souvent d'aller vers des outils un peu plus accessibles pour pouvoir faire ses gammes et monter ensuite en puissance vers un outil de type MR6. Et le client moyen chez MR6, c'est un client qui a entre 100 et 1 million, entre 100 000 et 1 million de contacts en base, donc on dirait autour des 400, 500 000 contacts en base de données, et qui met en place, qui a une certaine maturité et qui met en place déjà des campagnes classiques, hein,
du welcome, de l'abandon de panier, de la relance d'inactifs, voilà. Quelqu'un qui a quand même un certain nombre de connaissances pour pouvoir utiliser au mieux l'outil. On fait ces gammes sur des outils qui permettent de faire ce qu'on a besoin de faire, notamment d'aller d'un point A à un point B. Et puis lorsqu'on a besoin d'aller un peu plus loin ou lorsqu'on a besoin d'y aller dans de meilleures conditions ou avec un confort supplémentaire, bah, on va chercher un petit peu plus. Et c'est là où nous, on vient intervenir et on se positionne comme substitut d'acteurs comme Salesforce, Adobe, Oracle sur leurs offres de marketing cloud. Merci de cette transparence. C'est vrai que ça peut être difficile des fois de mettre un peu la réglette quand tu es un décideur, de savoir est-ce que cet outil-là est sizé pour mon entreprise, est-ce qu'elle va m'accompagner dans le temps, est-ce que c'est pas oversizé, du coup, est-ce que c'est pas beaucoup trop gros pour ma structure actuelle. Mais en tout cas, là, ta lecture, elle est, je pense, très claire. Elle s'adapte à certains niveaux de croissance d'entreprise, certaines maturités d'entreprise, plutôt qu'à d'autres. Bon, du coup, Younes, on arrive au terme de ce podcast, on va devoir se quitter. Comment on peut faire pour suivre un peu les actus des Marcis et même peut-être te contacter pour échanger, aller plus loin avec toi, Younes? Ouais, avec grand plaisir. Écoute, Emarcis, on est très présent sur les réseaux, donc je vous invite déjà, le premier point, à aller suivre notre page LinkedIn. On a poste du contenu très régulièrement sur le marketing automation, sur l'intelligence artificielle appliquée au marketing, sur tout ce qui fait aujourd'hui forcément notre force, mais pas uniquement en parlant d'Emarcis, mais en parlant de problématiques spécifiques rencontrées chez nos clients ou chez nos partenaires. Et ensuite, bah, en termes d'actualité, on participe à l'ensemble des salons ou des événements majeurs, alors qui malheureusement pour la plupart ont été reportés, mais on sera au One-to-One Pour le moment, oui. Monaco, je l'espère qu'il devra avoir lieu en septembre prochain, tous les événements qui auront lieu à Cannes, Biarritz, etc. Pour ma part, je suis présent sur LinkedIn également avec le petit lien LinkedIn Y Ben Maïs à la fin pour me retrouver plus facilement. Je le mettrai en description aussi, d'ailleurs. Ouais, et puis je reste ouvert si tu as besoin de mettre mon adresse email pour tous ceux qui seraient intéressés par échanger sur tous ces sujets. C'est avec grand plaisir. On a tout un tas d'experts chez nous et des partenaires également. Donc, je te remercie encore une nouvelle fois de m'avoir sollicité pour ce podcast qui était hyper intéressant. Et j'espère qu'on aura l'occasion d'en refaire un nouveau, peut-être même sur d'autres sujets. Qui sait? Avec grand plaisir, Younes. Je te remercie également. Merci David, à bientôt. Salut. Salut, Younes. Merci d'avoir écouté ce podcast et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne car de nouveaux épisodes arriveront très vite. Si vous avez des questions, nous vous donnons rendez-vous sur senpai.io et sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. À très vite.